Si tu n'as pas connu cette intro légendaire, laisse-moi te dire que tu as raté quelque chose. C'est le son qui a bercé toute une génération d'enfants et d'adolescents. Et j'en fais partie parce que tu vois, ça, c'est moi le soir de Noël 1998. J'ai 10 ans et comme beaucoup d'enfants, je rêve d'une seule chose, la PlayStation. Et mon tout premier jeu, c'est celui-ci. Et oui, tu l'as reconnu, Coupe du Monde 98 avec sa BO légendaire. Désolé pour les plus jeunes qui sont les après 2000 et qui ne connaissent pas. Perso, je vais y passer des centaines, des milliers d'heures avec mon frère, au plus grand dam de ma mère. Mais la PlayStation, c'est loin d'être une console comme une autre, c'est une époque, une identité, une culture. C'est une langue commune à toute une génération. Une porte vers un monde d'évasion et d'aventure. C'est le souvenir d'un salon mal rangé, d'un câble vidéo jaune, blanc, rouge, à moitié branché, la manette qu'on partageait et même qu'on s'arrachait avec mon frère. Mais aussi les sauvegardes sur les cartes mémoire de 8 mégaoctets qu'on protégeait comme si notre vie en dépendait. La PlayStation a transformé le joueur en acteur. Cette console a été notre ciné et notre confident pendant des années. On y a grandi, on y a rêvé, on y a appris l'échec, la patience, la stratégie. C'était une parenthèse sacrée hors du temps. Aujourd'hui, la PlayStation, c'est 5 générations de consoles. Sur 30 ans, des centaines de jeux, des millions de joueurs et une culture. Parce que oui, c'est devenu une culture à part entière. Mais avant de devenir l'objet de toute une génération, il y a une longue histoire. Car la PlayStation a failli ne jamais voir le jour, et cela à plusieurs reprises. Et tout commence au Japon dans les années 80. Nintendo est le leader incontesté avec le Family Computer, alias Famicom. Et pour beaucoup, une console de jeu, ce n'est qu'un jouet d'enfant. Mais pas pour un homme, pas pour Ken Kutaragi, ingénieur chez Sony, la firme japonaise derrière le Walkman et la disquette. En voyant sa fille jouer, il capte quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas un simple gadget, c'est véritablement le début d'un phénomène culturel. Il imagine déjà comment cette technologie pourrait évoluer. Plus rapide, plus puissante, toujours plus immersive. Ken en est certain, le jeu vidéo va devenir un pilier de notre culture, au même titre que le cinéma ou la musique. Mais à ce moment-là, chez Sony, personne n'y croit. Pour la direction, c'est une mode passagère, un marché de jouets sans avenir. Pour eux, l'avenir, c'est l'ordinateur, point final. Ken, lui, y persiste. Il voit ce que les autres ne voient pas encore. Un marché colossal, un levier culturel mondial, et il est prêt à se battre pour le prouver. Une lueur de défi brille dans son regard. Mais il le sait, sa direction n'y croira jamais. Alors il prend une décision radicale, agir sans leur aval. En 1986, dans le plus grand des secrets, Ken Kutaragi entre en contact avec le géant Nintendo. Sans prévenir Sony, sans prévenir sa direction, sans prévenir personne. En parallèle de son travail officiel, il planche la nuit, les week-ends sur un projet confidentiel, une puce sonore révolutionnaire destinée à la Super Famicom, la future Super Nintendo. C'est risqué, oui c'est très risqué, mais il s'accroche. Parce qu'au fond, il en est sûr, ce petit gadget va devenir un véritable game changer. La technologie développée par Ken Kutaragi, c'est le PCM, pour Pulse Code Modulation. À l'époque, c'est une petite révolution, une qualité sonore et une flexibilité inégalée pour une console de jeu. Mais au fait, le PCM, c'est quoi? En gros, imagine que tu filmes le son. Tu prends des milliers de photos ultra rapides de variations sonores, ensuite tu traduis chaque image en un chiffre, et tous ces chiffres sont stockés en 0 ou 1 dans l'ordinateur. Oui, je sais, ça a l'air compliqué, mais quand la machine les relie, elle remet toutes ces photos dans le bon ordre et recrée le son avec une fidélité bluffante. Et grâce à cette prouesse, Nintendo est ultra suivi par le PCM de Ken. La qualité de la puce est imbattable, mais tout n'est pas si simple, parce que derrière cet enthousiasme, une méfiance demeure. Nintendo n'aime pas l'idée de perdre le contrôle sur la partie sonore de sa console. Et pire encore, ils craignent que Sony n'aille vendre sa technologie au plus grand rival de l'époque, Sega. Pendant ce temps-là, le marché est en train de basculer. Au Japon, une autre tendance explose, le karaoké. Et grâce au CD plus G, on ne se contente plus d'écouter, on chante avec les paroles qui défilent sur un écran. C'est une révolution à l'époque. Un véritable phénomène culturel en pleine ébullition. Et Ken Kutaragi, lui, il voit très bien comment tout ça pourrait s'imbriquer. Mais Nintendo n'est pas dupe. Il voit très bien le potentiel du CD-ROM. Plus de stockage, moins cher,
une qualité de son et d'image qui ouvre des portes inédites. Alors quand Ken leur propose d'intégrer le CD dans leur prochaine console, ils flairent l'opportunité. Mais il y a un hic. Pour mener à bien ce projet, il faut un partenaire technologique de poids. Et qui mieux que Sony? Ils ont déjà collaboré ensemble, mais Nintendo reste très méfiant. Sony, c'est un mastodonte, un atelier utile, mais potentiellement dangereux. Et dans la tête de Nintendo, c'est clair. Mieux vaut Sony comme partenaire que comme ennemi. Et de son côté, Sony flaire le bon coup. Entrer dans le monde du jeu vidéo, et c'est le jackpot pour eux. Mais la lune de miel n'aura rien d'idyllique. Les négociations s'annoncent hyper musclées. Sony veut un contrat en or. Du coup, pression, intimidation, jeu d'influence, tous les coups sont permis pour s'imposer face à Nintendo. Résultat des courses, Sony décroche 2 victoires majeures. 1. Le développement du lecteur CD-ROM pour la Super Nintendo. Et 2. Et surtout, le droit de créer sa propre console hybride, un projet baptisé PlayStation Project, capable de lire à la fois les cartouches Super NES et différents formats de CD. C'est le projet à l'origine de la PlayStation que l'on connaît tous. L'idée de Ken Kutaragi est de faire de cette machine un objet de divertissement pour toute la famille, bien au-delà d'une simple console de jeu. Et Sony s'en donne les moyens. Musique, cinéma, jeux, l'entreprise investit des milliards pour construire un écosystème global, bien avant que la Silicon Valley ne mette ce mot à la mode. Mais l'histoire a une autre couche, plus sournoise, parce qu'en parallèle, Sony développe discrètement un format maison, le Super Disc. Officiellement, rien à voir avec l'accord signé avec Nintendo. Officieusement, c'est une bombe. Un disque capable de stocker 80 fois plus de données qu'une cartouche classique. Un moyen élégant de contourner les licences et de poser les bases d'une future indépendance. Question qui tue. Nintendo avait-il conscience qu'en signant cet accord, ils étaient en train d'armer leur plus grand rival? Spoiler, l'histoire leur donnera une réponse fracassante. Parce que parfois, une simple décision commerciale peut redessiner à elle toute seule toute l'industrie. Et cela pour des décennies. Mais rien ne va se passer comme prévu. Malgré ce climat de tension, leurs travaux avancent. The 1991 Winter Consumer Electronics Show, or CES, was held in Las Vegas, Nevada, which also happens to be the site of Comdex, the biggest computer expo in the world. On est à Chicago en juin 1991, au CES, qui est le plus grand salon consacré à l'innovation technologique et électronique. Le CES bat son plein. Les projecteurs sont braqués sur Sony, et avec fierté, ils dévoilent leur collaboration avec Nintendo. Ils vont présenter leur PlayStation Project. L'excitation est palpable, les retours sont excellents. Sony savoure ce moment historique qui marque son entrée officielle dans l'arène du jeu vidéo. Mais dans les coulisses, un autre scénario se joue. Un scénario dont Sony ignore tout. Tu connais cette sensation, hein? Quand tout a l'air de bien se passer, presque trop bien, et bah c'est exactement ce qui arrive à Sony. Car pendant qu'ils savourent leur triomphe, Nintendo prépare un coup de Trafalgar. En réexaminant les termes du contrat, Hiroshi Yamauchi, le patron de Nintendo, réalise l'impensable. Sony a mis la main sur une part énorme des futures licences et des revenus. En clair, Nintendo vient de tendre la main à celui qui pourrait lui voler la couronne. Pour Yamauchi, c'est inacceptable, inenvisageable. Offrir les clés du royaume à Sony, jamais, plutôt mourir. Et donc, une décision radicale est prise. Et le lendemain, devant les caméras du monde entier, le coup de théâtre va frapper de plein fouet. Un véritable coup de poker. Sans même prévenir Sony, il envoie son gendre Minoru Arakawa et Howard Lincoln, le PDG américain de Nintendo, négocier un nouveau partenariat avec Philips, le principal concurrent de Sony. Et puis vient le moment que beaucoup considèrent comme la plus grande trahison de l'histoire du jeu vidéo. Le 3 juillet 91, seulement 24 heures après l'annonce triomphante de Sony, Howard Lincoln monte sur scène lors de la conférence Nintendo et face à une audience médusée, il lâche une véritable bombe. Nintendo abandonne son partenariat avec Sony et travaillera désormais avec Philips. Tu t'imagines le choc, l'humiliation? Des centaines de journalistes se ruent vers leur téléphone. Au Japon, c'est le choc. Bien plus qu'un désaccord commercial, c'est une violation de l'éthique des affaires japonaises. Traditionnellement, les alliances se font entre entreprises nationales. Sony tente pendant des mois de recoller les morceaux. Négociations, propositions, compromis, ils tentent tout ce qui est en leur pouvoir pour restaurer leur alliance. Mais Nintendo reste inflexible. Les centaines de prototypes PlayStation déjà produits, détruits, relégués au statut d'artefact d'une histoire qui aurait pu être. Un seul exemplaire a refait surface il y a quelques années, un objet de collection ultra rare qui s'est vendu pour 360 000 $ aux enchères. Pour n'importe quelle autre entreprise, ce coup bas aurait été fatal. Mais Sony n'est pas n'importe qui. Là où certains auraient plié bagages, eux, ils ont serré les dents. Cette humiliation publique, elle va devenir un détonateur, un déclic. Car blessé dans son ego, Sony se relève avec une rage nouvelle. Personne à ce moment-là n'aurait pu imaginer la suite. Ce que Sony s'apprête à faire
va non seulement changer son destin, mais redéfinira à jamais l'industrie du jeu vidéo. L'histoire de la vraie PlayStation est sur le point de sonner. Et cette fois-ci, plus question de jouer les seconds rôles. Après la trahison de Nintendo et le refus cinglant de Sega, chez Sony, l'ambiance est glaciale. Pour les dirigeants, c'est clair, on arrête tout. La PlayStation, c'est trop risqué, c'est trop coûteux, on sort du jeu vidéo. Mais il y a toujours quelqu'un pour qui impossible sonne comme un défi. Et cet homme, tu t'en rappelles, c'est Ken Kutaragi. Lui, il refuse d'abandonner. Il a mis son temps, son énergie, ses tripes, sa carrière sur la table pour ce projet. Alors que la direction veut enterrer la PlayStation, Ken, lui, continue dans l'ombre. En secret, il peaufine un nouveau prototype. Et pas pour égaler Nintendo, pour changer la donne. Véritablement changer la donne. Juin 92, salle de réunion, siège de Sony, moment décisif. Kutaragi dévoile son prototype. Il affiche des graphismes en 3D polygonal. Ok, mais c'est quoi la 3D polygonale? Laisse-moi t'expliquer en 2 minutes. Dans les jeux vidéo, l'ordinateur utilise des millions de tout petits triangles appelés polygones. Ces polygones permettent de fabriquer les personnages et les décors. Avant, les personnages sont comme des autocollants qui ne pivotent jamais, comme ce Mario par exemple. Avec les triangles, on obtient de vrais jouets en volume. On peut tourner autour, zoomer, lever ou baisser la caméra. Ça crée plus de réalisme, plus de liberté et plus d'immersion. Quand cette idée est arrivée, elle a bouleversé les jeux vidéo. Soudain, les aventures comme Virtua Fighter ou Super Mario 64 sont devenues possibles. Pour convaincre ses supérieurs de le suivre, il appuie sur l'humiliation subie à cause de Nintendo. Il soutient que Sony ne peut pas se retirer et doit au contraire poursuivre sa propre voie pour remettre Nintendo à sa place. À ce moment précis, les chances ne sont pas de son côté. Tout le monde est opposé au projet, mais un homme va permettre à Kutaragi d'aller au bout de son idée. Et cet homme, c'est le PDG de Sony, Norio Ohga. Il va prononcer ces 2 mots qui changent l'histoire du jeu vidéo. Do it. Je sais pas s'il l'a dit de cette manière, mais écoute, ça le fait bien. Contre l'avis de la majorité, il va donner son feu vert. Et pour le protéger des détracteurs du projet, il va même jusqu'à transférer Kutaragi et son équipe chez Sony Music Entertainment. C'est une filiale qui dirigeait auparavant et qui possède une expertise précieuse dans le développement CD. Un véritable sanctuaire où l'innovation peut s'épanouir. Pour symboliser cette renaissance, même le nom évolue. PlayStation Project devient simplement PlayStation. Octobre 93 voit la création officielle de Sony Computer Entertainment et en à peine 1 an, Sony passe du fiasco à l'ambition dévorante, s'imposer dans l'industrie du jeu vidéo et sa grand-mère à Nintendo. Mais le défi est colossal. Il ne s'agit pas juste de fabriquer une console, il faut réinventer toute l'architecture autour de la 3D polygonale, développer des puces sur mesure, construire un écosystème entier de développeurs, d'éditeurs, de studios, et tout ça en partant de zéro ou presque. Un chantier pharaonique qui va demander des années d'efforts. Mais pose-toi cette question. Sans la trahison de Nintendo, la PlayStation aurait-elle vu le jour? Rien n'est moins sûr. Car les plus grandes révolutions ne naissent pas de plans bien huilés, elles naissent dans le chaos, dans l'adversité et dans la résilience. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Parfois, se faire claquer la porte au nez, c'est la meilleure opportunité qui puisse nous arriver. Encore faut-il avoir le courage d'y voir une chance. Pourtant, rien n'est encore gagné pour PlayStation. Il leur reste à confronter leur idée à la réalité. Parce que 2 questions persistent. Vont-ils vraiment réussir à égaler Nintendo? Et vont-ils réussir à se faire une place dans ce monde très fermé du jeu vidéo? 3 décembre 1994, la PlayStation fait son entrée au Japon, presque simultanément avec la Saturn de Sega. Qui aurait pu prédire que cette nouvelle venue, créée par un fabricant d'électronique sans expérience dans les consoles, allait avoir un tel impact? Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. 100 000 unités dès le premier jour. 300 000 sur ce premier Noël 94, rien qu'au Japon. Un véritable succès. Même si la Saturn prend initialement l'avantage, la PlayStation la rattrape et la dépasse facilement. Pendant ce temps-là, où est Nintendo? Le géant qui dominait l'industrie depuis près d'une décennie accumule les retards avec sa future Nintendo 64. Il faudra près de 3 ans à Nintendo pour la sortir. Et pendant ce temps, Sony se fait une place sur le marché et comble le vide laissé par Nintendo. Mais là où Sony se démarque, c'est qu'ils n'ont pas seulement créé une console, ils ont révolutionné ce secteur. Quand Nintendo s'accroche à utiliser des cartouches qui sont coûteuses, Sony fait le choix du CD-ROM. Plus grande capacité, coût réduit, musique de qualité CD, il séduit même les puristes. Ils ont également compris une vérité que Nintendo semble ignorer. Une console n'est rien sans ses jeux. Et Sony avance vite. Même très vite. Grâce à des conditions ultra avantageuses, ils réussissent à rallier près de 250 studios de jeux vidéo. Petit à petit, ils construisent un écosystème florissant là où Nintendo restait enfermé dans ses pratiques restrictives. Pire, cette rigidité pousse même des partenaires historiques à changer de camp. Le véritable coup de tonnerre, c'est quand l'éditeur Square annonce que Final Fantasy VII sortira exclusivement sur PlayStation. Pour Nintendo, c'est une véritable trahison. C'est comme si son meilleur ami partait chez son pire concurrent. Ce jour-là, le rapport de force s'inverse.
Sony n'est plus l'outsider, il devient le nouveau centre de gravité du jeu vidéo. Mais au-delà de la technologie, c'est aussi leur positionnement marketing qui leur a permis de se faire connaître. Là où Nintendo cultive une image familiale et enfantine, Sony vise un public plus mature, plus urbain. La PlayStation n'est pas juste une console de jeu, c'est un objet multimédia du milieu du salon. N'oublions pas que Sony avait déjà révolutionné notre rapport à la musique avec le Walkman, ils savent maintenant comment s'imposer dans notre quotidien. Techniquement, bien que la future Nintendo 64 affiche 64 bits face aux 32 bits de la PlayStation, Sony offre aux développeurs une architecture beaucoup plus intuitive avec des librairies mieux conçues. Nintendo a certes innové avec le stick analogique et la vibration, mais Sony a riposté avec la DualShock qui est devenue depuis un incontournable. Le résultat de cette bataille, c'est que la PlayStation deviendra la première console à franchir la barre mythique des 100 millions d'unités vendues. Avec son catalogue immense, Gran Turismo, Tekken, Final Fantasy, Tomb Raider, Resident Evil, Sony a redéfini la console de jeu. Et tout ça c'est hyper ironique parce que Nintendo avait refusé le CD-ROM en 91 pour justement garder le contrôle sur les licences et les revenus. Cette décision censée protéger leurs intérêts a ouvert la porte à Sony qui s'est emparé d'une sacrée part du marché. La trahison de Nintendo de 91 aurait dû mettre un terme définitif à l'aventure PlayStation. Au lieu de ça, elle a marqué le début d'une des plus grandes success stories du jeu vidéo. Aujourd'hui, difficile d'imaginer cette industrie sans PlayStation. Sony n'a pas simplement lancé une console, ils ont réécrit les règles, imposé un nouveau standard et que tout le monde a fini par suivre. Leur force, ça a été de parler à toute une génération de joueurs devenus aujourd'hui adultes et fiers d'assumer leur passion. Souviens-toi du slogan mythique de la PS2, You are not ready. Un message provoquant qui annonçait clairement la couleur. Le jeu vidéo entrait dans une nouvelle ère. La PlayStation, justement, parlons-en. Parce que si la PlayStation 1 a redéfini l'industrie, la PlayStation 2, elle, l'a carrément dominée. La clé, c'est une idée de génie signée, encore une fois, Ken Kutaragi. Intégrer le lecteur DVD dans la console. À l'époque, un lecteur DVD, ça coûte une fortune. Mais la PS2, elle l'inclut pour le prix d'une console. Résultat, des millions de foyers achètent une PS2 pour regarder des films et découvrent ensuite son catalogue de jeux phénoménal. C'est du pur marketing de sniper, une masterclass. Mais elle succède en parfois aveugle, parce qu'en 2006, la PlayStation 3 arrive et là, c'est un choc. Le lancement, il est raté. La console, elle est trop chère, elle est trop complexe. Sony a flirté avec la catastrophe et la PlayStation a tout de même survécu. Mais de justesse. Parce que oui, l'histoire de PlayStation, c'est aussi l'une des plus grosses chutes de l'industrie. Le lancement de la PS3, il n'a pas juste été difficile, on peut carrément le qualifier de naufrage. Sony s'est pris une vraie tempête. Retard, prix exorbitant, architecture trop complexe, les pertes s'accumulent à hauteur de 4,7 milliards de dollars. Et pour la première fois, Sony est obligé de licencier massivement. Et pour ne rien arranger, le cauchemar devient réalité parce qu'à cette époque, la Xbox 360 prend énormément de parts de marché. PlayStation est en train de vivre exactement ce qu'ils avaient fait subir à Nintendo. Pendant que Xbox avance, Sony patauge. Le géant vacille et Sony n'a pas chuté par hasard. C'est l'accumulation d'erreurs stratégiques les unes après les autres. Pendant que Microsoft enchaîne les bons choix avec sa Xbox 360, Sony s'enlise. Problème d'approvisionnement, retard en cascade et la cause, c'était une simple diode Blu-ray essentiel pour le lecteur de la PS3 qui devient un cauchemar logistique. Je t'épargne les détails, mais des délais, des surcoûts, des ruptures de stock. Et donc pendant que Sony rame, Microsoft, eux, ils ont creusé l'écart et l'élève est en train de dépasser le maître à l'époque. Quelques mois de retard qui ont coûté une fortune à Sony, mais le vrai choc, ça a été le prix. 600 € la console. En pleine crise économique, c'était un pari risqué. Et ce n'est pas tout. L'architecture du processeur Cell, génial sur le papier, mais un véritable cauchemar à programmer en réalité. Sony aurait-il poussé l'innovation un peu trop loin cette fois? Le Blu-ray imposé, les vibrations supprimées des manettes. Pour beaucoup, c'est la goutte de trop. Mais Sony apprend de ses erreurs et avec des baisses de prix, une refonte de la machine et surtout l'arrivée d'exclusivités marquantes, la PlayStation 3 finit par trouver son public. Progressivement, Sony redevient leader. Nintendo, elle, de son côté, change de cap parce que face à cette guerre de puissance, ils misent tout sur l'expérience de jeu. La Wii, puis la Switch deviendront leur nouveau terrain de gloire. Ce qui frappe dans cette saga, c'est simple. L'innovation naît toujours de la nécessité. De la PS1 à la PS5, on retrouve toujours l'ADN insufflé par Ken Kutaragi. Des machines puissantes, un écosystème riche en exclusivité et une vision qui dépasse le simple jeu vidéo. Sony n'a jamais juste vendu des consoles, ils ont vendu une expérience. Aujourd'hui encore, la rivalité entre PlayStation, Xbox et Nintendo continue de pousser les limites. Chaque génération franchit un nouveau cap technologique. En tout cas, pour notre plus grand plaisir. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi et active la cloche, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et on continue d'explorer les plus grandes histoires de business. Ciao les gars!